Bonsoir, madame, monsieur. Je vous remercie infiniment de participer à ce direct où nous allons essayer de débriefer le week-end de manifestation au Togo. Alors, je pense que chacun de nous sait que depuis le 19 août dernier, le peuple togolais a repris la contestation de manière massive du régime en place. Ces manifestations ne cessent de s'amplifier. Nous sommes à la 19e journée de manifestation. Bon, le régime est toujours en place. Cela doit nous interpeller et nous devons réfléchir sur les voies et moyens pour pouvoir aboutir à ce que nous recherchons tous, à savoir le départ de ce régime et l'engagement de la reconstruction de notre pays sur de nouvelles bases. Je crois que c'est le défi majeur qui nous attend, mais ce deuxième défi est conditionné absolument par le succès du mouvement qui est engagé par le peuple togolais. Je pense qu'il faudra resituer un certain nombre de notions, à savoir la notion de l'opposition qui, à mon avis, doit être redéfinie, parce que l'opposition, ce n'est pas simplement les appareils politiques. Ce n'est pas simplement les appareils politiques, les partis politiques institutionnels. Ici, nous devons entendre l'opposition comme l'ensemble du peuple togolais qui n'en peut plus de ce régime qui est là depuis plus de 50 ans maintenant. Partant de cette redéfinition de l'opposition, nous pouvons considérer que chaque personne individuellement prise et la masse collectivement considérée doit procéder maintenant à ce que j'appelle une auto-organisation. Parce que pour pousser les appareils politiques à aller au-delà de ce qui est fait actuellement, il faudra nécessairement que les citoyens prennent les choses en main et qu'il y ait une auto-organisation de la masse pour pouvoir imposer aux appareils politiques la nécessité de prendre une autre direction. Parce que nous ne pouvons pas à chaque fois nous mobiliser pour aboutir à Décon ou à la plage. Ces endroits ne sont pas des endroits stratégiques. C'est même un contresens stratégique que d'amener de manière régulière la masse mobilisée à la plage. Parce que la plage, par définition, c'est un endroit de récréation. Si on était véritablement dans une logique révolutionnaire, on ne peut pas conduire le peuple de manière régulière à la plage. On n'arrive pas à comprendre ça. Donc, il faut sortir de la plage maintenant. Il faut sortir de la plage parce que la plage n'est pas un endroit stratégique du pouvoir. Pour pousser les appareils politiques à sortir de cette logique de la plage, il faut nécessairement qu'il y ait une autre organisation du mouvement. Ça veut dire que chacun de nous doit décider que les prochaines manifestations ne doivent plus aboutir à la plage. Cela demande une autre organisation. Ça veut dire que nous devons pouvoir désigner dans la masse que nous sommes des gens qui puissent nous organiser, nous orienter vers d'autres destinations, qui incarnent véritablement le pouvoir. C'est ça que nous devons faire. Et ça va pousser les partis d'opposition institutionnelle qui sont une composante de l'opposition. Parce qu'il ne faut pas, encore une fois, je redis que l'opposition ne doit pas être entendue ici dans le sens le plus étroit du terme. La notion de l'opposition doit être étendue. Si nous faisons une extension de la notion de l'opposition, nous comprendrons que l'opposition, c'est l'ensemble du peuple togolais qui veut se libérer aujourd'hui. Et donc, dans l'ensemble de ce peuple, il y a les partis politiques. Les partis politiques ne constituent pas l'unique opposition. C'est une composante de l'opposition face au régime en place. Donc, cette partie de l'opposition que constituent les partis politiques ne peut pas nous imposer la logique de la plage ou de Décon. Donc, il faudra nécessairement que l'autre partie de l'opposition, qui est la masse, se prenne en charge, s'auto-organise et impose une autre destination aux foules qui sont mobilisées. Ce n'est que comme ça que nous allons précipiter les choses pour faire en sorte que ce régime puisse s'en aller. Parce que si on continue comme ça, on est en train de nous inscrire dans la logique de l'ANC qui a passé son temps à conduire les manifestants depuis plusieurs années à la plage.
Et la plage, ce n'est pas un endroit stratégique. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui nécessité d'aller au-delà de la plage pour s'attaquer aux cibles qui incarnent véritablement ce pouvoir-là. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller dans cette logique. Faute de quoi, nous allons nous épuiser parce que plus le temps passe, plus le régime est en train de gagner. D'une certaine manière, la partie, de manière psychologique, la victoire psychologique compte beaucoup dans une situation comme celle-là. C'est pour cela que nous devons absolument réorienter la chose, renforcer la mobilisation et l'orienter vers des cibles stratégiques. Voilà le devoir qui nous incombe. Alors, il y a le compatriote Kader Kondo qui pose la question. J'aimerais savoir où en sommes-nous sur leur dialogue. Alors, le dialogue n'est pas l'outil approprié pour combattre la tyrannie. C'est une erreur stratégique majeure que de vouloir discuter avec le régime en place. Normalement, dans une situation révolutionnaire, c'est lorsque la bataille finale a eu lieu et que le régime veut discuter des conditions de sa reddition qu'il y a dialogue, qu'il y a négociation. Mais aujourd'hui, notre peuple est en train de se redéployer en confiance. On ne peut pas lui couper cet élan-là. Notre peuple est dans une dynamique. On lui coupe cet élan en disant, bon, voilà, vous êtes en train de vous mobiliser contre la tyrannie, mais bon, on va aller dialoguer avec cette tyrannie. Non. Je pense qu'il y a une erreur stratégique majeure qui est commise à ce niveau. À moins que les partis politiques qui veulent aller au dialogue disposent d'un agenda qui ne nous explique pas. Donc, au lieu de vouloir dialoguer avec ce régime, nous devons renforcer les capacités insurrectionnelles, organisationnelles et opérationnelles de notre peuple, de sorte à ce que notre peuple puisse retrouver son pouvoir de décision qui lui a été confisqué depuis plus de 50 ans maintenant par le clan Gnassingbé soutenu par un certain nombre de puissances, à commencer par la France. Ça, c'est le devoir qui nous incombe. C'est pour ça que vouloir aller au dialogue constitue un problème majeur pour nous, pour le peuple. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les leaders de l'opposition institutionnelle se sont prêtés au jeu des questions et réponses à la plage. Il y a eu un certain nombre de gens qui ont interrogé ces gens en demandant si la coalition sur le moyen et long terme ne va pas s'éclater. Ils ont dit non. Moi, je dis que le meilleur moyen de casser la coalition, c'est de la conduire à un dialogue autour de la table de négociation avec le régime en place. Parce que là, nous verrons que un certain nombre de personnes ou un certain nombre de partis au sein de cette coalition ne vont pas résister aux offres que feront le RPT et ses alliés autour de la table de négociation. Donc, le meilleur moyen pour casser la coalition, c'est de la conduire à un dialogue avec ce régime. Donc, pour ne pas s'engager dans cette logique, pour faire en sorte que la coalition puisse être maintenue jusqu'à ce que nos objectifs soient atteints, il faut éloigner la coalition de toute discussion. Parce que le RPT, nous savons tous que ce système a des ramifications un peu partout. Il y aura une pression énorme sur un certain nombre de partis ou de leaders qui finiront par plier. Donc, la stratégie gagnante serait de ne pas du tout vouloir s'engager dans une logique de dialogue avec ce pouvoir-là. C'est la meilleure méthode pour garder la coalition intacte. Maintenant, pour que le dialogue aboutisse, il faudra nécessairement contraindre le régime. Il faudra nécessairement faire en sorte que ce régime soit au pied du mur, de sorte à ce que ce qui serait négocié ne serait que autour de sa reddition. C'est tout. Donc, aujourd'hui, nous savons que Faure Gnassingbé et ses amis veulent le dialogue à leurs conditions et ce dialogue-là va seulement entériner leur projet, à savoir procéder à la modification de la Constitution par le biais d'un référendum qui redonnera le pouvoir à Faure Gnassingbé qui va se présenter aux élections, qui va se présenter encore aux élections en 2020 sur le principe de la non-rétroactivité de la loi constitutionnelle. Il faut nécessairement refuser de s'engager dans cette logique. Et pour refuser de s'engager dans cette logique et s'engager dans une logique victorieuse, cela nécessite une réorganisation de ce qui est en train d'être fait actuellement. Réorganisation qui passe
par une planification, comme je l'ai tout dit, une planification stratégique. Ensuite, faire en sorte que les points de chute ou le point de chute des manifestations ne soit plus la plage ou des camps qui ne sont pas du tout des endroits stratégiques pour le pouvoir en place. Monsieur Kondo rebondit en disant, je vous comprends, mais est-ce qu'il y a une possibilité de changer les itinéraires? Bien sûr que oui. La première condition pour qu'un peuple triomphe d'une tyrannie, d'une dictature qu'il combat, c'est de désobéir à ses lois, ses prescriptions et à ses ordres. La victoire contre la tyrannie commence par la désobéissance à ses lois, à ses ordres et à ses prescriptions. Donc, si on obéit, si on continue à obéir aux normes édictées par le pouvoir en place, ça veut dire que véritablement, on n'est pas dans une logique de révolution. Hein. Ça veut dire qu'on est dans une logique d'opposition classique où on obéit, alors que justement, ce qui nous dirige au Togo, c'est non seulement une minorité, mais aussi une minorité criminelle, mafieuse, illégitime, qui a besoin tout simplement d'être renversée. Donc, on ne peut pas demander au peuple d'obéir à la fois aux normes, aux lois, aux règles prescrites par le pouvoir, et de l'autre côté dire qu'on le combat. Non. Donc, il faut désobéir. Nous sommes dans un cas clairement de révolution où la première condition pour y arriver, c'est de désobéir aux normes et aux lois que prescrit cette tyrannie. Donc, oui, il est possible de changer d'itinéraire clairement et nettement. La condition, c'est que les partis de l'opposition institutionnelle, qui sont une partie de l'opposition togolaise, parce que je le précise encore une fois, l'opposition togolaise va au-delà des partis institutionnels, c'est l'ensemble du peuple togolais qui souffre, qui n'en peut plus de ce régime. Si l'ensemble de l'opposition, à savoir le peuple togolais, dit non aux itinéraires qui sont indiqués par le pouvoir en place, eh bien, ces itinéraires-là sautent tout simplement. Donc oui, il y a une possibilité, mais ça nécessite ce que j'appelle le renforcement de nos capacités. Ça veut dire qu'il faut analyser autrement la situation. Et cette analyse doit tout simplement délégitimer le pouvoir. Cette analyse doit refuser ce pouvoir comme un interlocuteur valable du peuple togolais. Donc, c'est une logique révolutionnaire qu'on doit mener à ce moment-là. Et si on mène cette logique révolutionnaire, ça veut dire que nous n'allons plus respecter les itinéraires prescrits par le pouvoir en place. Tout simplement. Notre peuple n'a pas besoin de l'autorisation du régime en place pour pouvoir le changer ou le renverser. Nous ne pouvons pas vouloir combattre le régime avec son accord. Non, c'est une contradiction. C'est une contradiction. Nous ne pouvons pas vouloir combattre le régime en place avec son accord et son consentement. Si nous voulons combattre le régime, ça veut dire que nous devons aller contre ses prescriptions et ses lois. C'est une logique. On ne peut pas, d'un côté, obéir aux prescriptions de ce pouvoir et de l'autre côté, dire qu'on le combat. Non. Ce pouvoir est un pouvoir criminel, illégitime, sanguinaire, fondé sur le sang du peuple togolais. Donc, ces normes sont tout à fait illégitimes. C'est un ordre tyrannique. Partant de là, nous devons le combattre en tant que tel. Ça veut dire qu'il faut entrer dans une situation de désobéissance révolutionnaire. Et la désobéissance révolutionnaire veut dire que nous ne pouvons plus, nous ne devons plus nous plier aux itinéraires tracés par le régime en place. Si nous continuons à lui obéir, bon, ça veut dire que nous avons échoué avant même de commencer. C'est ça le problème. Ce régime est l'incarnation de la colonisation de nos peuples. Ainsi décrit, nous ne pouvons pas considérer ce régime comme un régime normal qui prescrit des normes, des itinéraires et des règles qu'on doit suivre. Voilà ce que je peux dire. Alors, nous sommes en face d'une situation qui risque d'être extrêmement compliquée parce que ce régime ne va pas se laisser abattre comme ça. Et c'est tout à fait normal. C'est là aussi l'enjeu pour le peuple togolais parce que le peuple togolais doit retrouver sa dignité perdue, sa confiance bafouée, son pouvoir de décision confisqué depuis des décennies et se retrouve dans une situation de paupérisation avancée avec un mépris énorme de la petite classe dirigeante qui s'est accaparée de l'ensemble des richesses du pays et qui se moque de notre peuple. Donc quand la situation est comme ça, ce n'est pas le dialogue,
qu'il faut engager. Parce qu'on ne va pas raisonner la tyrannie. On ne va pas donner une âme humaine au tyran. Parce que la tyrannie n'est tyrannique qu'à partir du moment où ceux qui incarnent cette tyrannie ont perdu la raison humaine, l'âme humaine, la conscience humaine et toute sensibilité humaine. Donc ces gens sont devenus des machines à tuer sur tous les plans. À partir de là, il n'y a pas de dialogue possible. Et l'histoire grouille d'exemples pour nous montrer que quand un peuple est en face d'un régime comme ça, ce n'est pas par la voie du dialogue, ni par la voie des négociations, que ce peuple retrouve sa souveraineté perdue. C'est en faisant la révolution, tout simplement. Donc, nous, le peuple togolais, au travers de sa jeunesse, qui doit s'auto-organiser, nous devons plier maintenant les partis de l'opposition institutionnelle aux décisions de nos peuples. Parce que nous risquons très clairement de nous perdre en conjecture et de nous enfoncer dans le sable de la plage. On va s'immobiliser à la plage. Et plus le temps passe, plus notre peuple va se retrouver dans une situation de lassitude et va se dire que bon, on est en train de tourner en rond. Et ça, il faut l'éviter absolument. Il faut absolument éviter ça. Si nous ne faisons pas ce saut qualitatif, nous allons rester sur place, nous allons tourner en rond jusqu'à ce que ce pouvoir regagne la partie. Donc, nous devons aujourd'hui et maintenant faire en sorte que, au minimum, on change de point de chute des manifestations qui sont organisées. Et ça, nous devons être en mesure de l'imposer. Si nous ne faisons pas ce travail-là, ça veut dire que le pouvoir est toujours en place et prescrit la norme. Donc, ça, c'est une bataille et c'est une victoire qui va être décisive, sur le plan psychologique. À partir du moment où nous n'allons plus obéir aux itinéraires tracés par le régime en place, ce sera une victoire psychologique fondamentale, une victoire d'étape fondamentale pour nous. Alors, le compatriote Kondo me relance en disant, il y a une chose aussi que nos leaders doivent arriver à bout, le lever d'interdiction des marches des autres villes du Nord. Bon, ça, je pense que c'est une bonne chose, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que les institutions les plus importantes sont à Lomé. Donc, ce qui est fondamental, ce n'est pas l'intérieur du pays. L'intérieur du pays rentrera dans la danse à partir du moment où les populations à Lomé feront la décision. Le jour où le peuple togolais à Lomé va se diriger ou va prendre en main les points stratégiques qui incarnent le pouvoir, les villes de l'intérieur vont entrer dans la danse de manière naturelle. C'est pour ça que, en tout cas, je n'ai jamais été pour qu'on fasse des manifestations n'importe comment partout pour exposer les peuples, les populations, les villageois ou les gens partout, parce que tout simplement ces gens vont se heurter à la réalité de la répression du pouvoir. Donc, la stratégie n'est pas d'étendre les manifestations pour les étendre sur l'ensemble du pays. Pour moi, c'est une mauvaise stratégie. Parce que vous avez vu, par exemple, à Sokoré, on n'était pas dans une logique révolutionnaire. Donc, si vous mobilisez les peuples dans les villes de l'intérieur où il n'y a pas suffisamment de caméras ou des gens qui voient les choses et tout ça, c'est que vous exposez de manière radicale ces populations. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que Lomé, qui est le point clé, Lomé qui détient l'ensemble des institutions qui incarnent le pouvoir, Lomé doit avoir un traitement spécial. Et à partir du moment où Lomé sera totalement sous le contrôle de la population, en ce moment-là, de manière naturelle, les villes de l'intérieur vont rentrer dans la danse sans que qui que ce soit leur oppose quelque résistance que ce soit. Donc, c'est d'abord ça. S'il n'y a pas de décision révolutionnaire à Lomé, s'il n'y a pas encore une itinéraire qui conduit aux endroits stratégiques du pouvoir à Lomé, c'est vain qu'on mobilise la population dans les autres villes du pays. Oui, ça peut faire joli pour montrer que c'est l'ensemble du peuple togolais qui conteste le pouvoir, mais ça ne fait pas encore une stratégie de prise de pouvoir de manière réelle. Donc, je pense que au lieu de vouloir étendre les manifestations un peu partout pour les étendre et exposer les populations, comme on l'a vu à Sokoré, Mango, Bafilo et ailleurs,
de les exposer à la répression gratuite des forces de sécurité mafieuses qui sont du côté du pouvoir, au lieu de procéder ainsi, on ferait mieux de renforcer la capacité opérationnelle de la population dans la capitale, où il y a toutes les institutions qui incarnent le pouvoir, et dès que on a le contrôle absolu de Lomé et non la plage, ben à ce moment-là, les villes de l'intérieur vont rentrer dans la danse de manière très simple, sans que à l'intérieur il y ait quelque répression que ce soit. Il n'y aura plus d'interdiction. Il n'y aura même plus d'interdiction, puisque Lomé, là où le pouvoir a le plus d'éléments, d'instruments concentrés, serait entre les mains, sous le contrôle de la population. C'est clair que l'intérieur du pays tombe de manière très simple. Voilà. Mais avant ça, si on ne procède pas ainsi, on va assister à ce qui s'est passé à Sokolé, où les populations voulaient montrer qu'elles aussi, elles en ont assez, elles sortent, mais elles vont se heurter à la répression de manière barbare. C'est pour ça que la solution passe d'abord par la prise de Lomé. C'est tout. Alors, il y a des gens qui écrivent, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je reviens sur le sujet qui nous réunit ce soir. Faire un débriefing de ce week-end de manifestation qui a commencé depuis le jeudi. Aujourd'hui, nous avons assisté à l'apothéose de ce week-end où il y a, selon les organisateurs, 1 million de personnes dans les rues de Lomé, ce qui est une victoire éclatante. Mais cette victoire éclatante n'est pas encore la décision. Donc, la décision reste devant nous. Et pour faire la décision, bon, il faudra peut-être que les partis de l'opposition institutionnelle nous disent le nombre de personnes qu'ils attendent. Si même 1 million de personnes mobilisées à Lomé ne peut pas faire la décision, bon, ça veut dire que peut-être qu'il y a encore d'autres éléments qu'ils attendent. Bon, donc il faudra peut-être que dans les prochains jours, que les partis de l'opposition institutionnelle nous disent ce que le peuple doit faire pour que la décision puisse avoir lieu. Donc, bravo, félicitations au peuple togolais pour ce qu'il a encore démontré depuis jeudi, vendredi et surtout aujourd'hui, montrant ainsi qu'il est prêt à un moment donné à faire la décision. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la capacité de réinterpréter la situation et surtout le statut de ce régime en place, qui n'est pas un interlocuteur au sens classique du terme, avec qui on chercherait une porte de sortie par le dialogue et la négociation. Ce pouvoir incarne le régime colonial avec tout ce que ça comporte, le crime de sang, le crime politique, le crime économique, la continuité coloniale. C'est un régime négrier et il faut le considérer comme tel. Donc ce régime, on ne peut pas discuter avec. Et à partir du moment où nous réinterprétons la situation de cette façon-là, ça veut dire que nous ne pouvons plus obéir aux prescriptions, aux normes, aux lois, aux règles édictées par ce régime qui nous impose une voie à suivre et des points de chute. Non, parce que si nous continuons à obéir, ça veut dire que nous allons absolument vers la défaite. Voilà, ça veut dire que ce pouvoir a encore toutes les cartes en main et continue de dicter sa loi au peuple togolais, qui est aujourd'hui en opposition frontale avec lui. Et d'ailleurs, c'est ce régime qui a commencé les hostilités. Donc, notre peuple n'est que dans une situation de riposte et de défense. Et ce peuple a tous les droits d'apporter la riposte à ce régime qui lui a déclaré la guerre depuis 1963 en assassinant, bien évidemment, avec le concours et la bienveillance d'un certain nombre de pays, à commencer par la France et les États-Unis, le rêve de progrès de notre peuple. C'est comme ça qu'il faut interpréter les choses, c'est comme ça qu'il faut lire les choses. Et si nous faisons cette lecture-là, nous verrons que nous ne pouvons plus obéir au tracé et aux lois de ce régime-là. La victoire révolutionnaire est conditionnée par la désobéissance vis-à-vis des règles prescrites par la tyrannie qu'on combat. Nous n'avons pas le choix. Et ce n'est pas parce que le régime en place est armé, soutenu par des puissances aussi bien européennes qu'asiatiques et par des alliés locaux, africains et togolais, que notre peuple n'a pas les armes pour le combattre. Non. Aucune force dans aucun pays n'est supérieure au peuple. Aucun régime n'a triomphé d'un peuple déterminé, debout, guidé par un leadership
visionnaire. Donc, notre peuple aujourd'hui est en état de victoire, est dans une situation de victoire. L'histoire a déjà donné la victoire à notre peuple, parce que ce type de régime n'a jamais survécu à la décision du peuple de le défaire. Ce régime ne va pas survivre. C'est clair et net. Maintenant, le problème, c'est de faire en sorte que la décision puisse être faite rapidement, à moindre coût. C'est ça le défi. Et ce défi-là, nous sommes en mesure de le relever à la condition que les partis de l'opposition institutionnelle entendent la voix du pays en s'inscrivant dans les lois de l'histoire et réalisent qu'il y a une voie qui est unique quand un peuple est confronté à ce type de régime, c'est que le peuple doit se lever et doit reprendre son pouvoir de décision qui lui est confisqué par le biais d'une prise en main des endroits qui incarnent ce pouvoir. Il n'y a pas d'autre solution. Nous n'avons pas d'autres alternatives. Si on en avait, on en aurait déjà trouvé. Donc un peuple peut fuir la voie de la lutte pour sa libération, mais cette lutte le rattrape toujours sur son chemin. Voyez, nous n'échapperons pas à notre devoir de nous organiser et de livrer la bataille contre ce régime. Nous n'y échapperons pas. Nous pouvons tenter tous les artifices. On va voir Macron, on va voir George Bush, on va voir Tony Blair, on peut voir François, je ne sais pas, on peut voir Alpha Condé, on peut aller voir Nana Akufo-Addo, on peut voir Dieu, on peut aller voir Jésus, on peut prier autant qu'on veut, on peut dire Allah Akbar autant de fois qu'on veut, mais nous n'échapperons pas à notre destin. Nous n'échapperons pas à notre destin qui est conditionné par les lois de l'histoire. Et l'une des lois fondamentales de l'histoire, c'est que lorsqu'un peuple est confronté à un régime tyrannique, oppresseur, ce peuple doit absolument s'organiser pour livrer la bataille de sa libération. Il n'y a pas d'autre possibilité. Plus vite on le fait, mieux c'est. Sinon, les dégâts seront énormes. Les dégâts que nous avons déjà, qui sont énormes, vont s'agrandir, vont s'alourdir. C'est pour cela que nous n'avons pas de temps à perdre. Parce que si nous continuons d'aller à Décon et à la plage, c'est que le pouvoir se maintient et va continuer sa réinstallation. Et quand ce pouvoir va finir par se rétablir de manière absolue, vous allez voir comment il va se redéployer. La violence sera doublement plus grave. Nous avons aujourd'hui des cartes en main. Notre peuple est dans une dynamique, dans un élan. Il faut renforcer cette dynamique et cet élan. Il ne faut pas briser cette dynamique et cet élan en disant qu'on veut aller dialoguer. Non. Le dialogue est un instrument qui permet à la tyrannie de se défaire de l'étau populaire qui se resserre contre elle. Il ne faut pas donner cette chance à ce pouvoir-là. Il faut réinterpréter la situation et s'engager plutôt dans une logique du renforcement des capacités insurrectionnelles, organisationnelles et opérationnelles de nos peuples. C'est ça le devoir qui nous incombe. Donc, nous le disons très clairement, aujourd'hui, la première des décisions à prendre, c'est de ne plus orienter les masses mobilisées vers la plage. Parce que stratégiquement, la plage ne signifie rien. Dans l'imagerie collective, la plage est un lieu de récréation, est un lieu de plaisir et de récréation. Cette image est totalement incompatible avec la gravité de la marche révolutionnaire. Et comme notre peuple le montre très clairement, il veut une libération par une démarche révolutionnaire, par un dialogue, par la récréation à la plage. Et nous devons être en mesure d'entendre ce message et de travailler avec. Voilà mon message. Donc, j'attends vos questions. J'ai déjà planté le décor. Il y a quelques questions auxquelles j'ai déjà répondu. Continuez par poser vos questions et faites des commentaires pour qu'ensemble nous puissions débriefer ce week-end de manifestation dans nos pays. En attendant que d'autres commentaires et analyses arrivent, je voudrais redire ici le devoir qui est le nôtre au niveau de la diaspora, ce qu'on appelle communément la diaspora. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que
Au lieu du terme la diaspora, il faut dire les Togolais de l'étranger. Les Togolais de l'étranger ont un devoir particulier dans le moment historique que nous traversons. Ce rôle, il est celui de la mobilisation, de l'organisation et de l'orientation de tout ce qu'on aura mobilisé vers le terrain. Cela demande un travail sérieux, méthodique, dans la discipline, sous un leadership patriote et visionnaire. Bon, évidemment, c'est difficile parce qu'il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs courants parmi les Togolais de l'étranger, ce qui est tout à fait normal, mais nous devons nous rendre compte de la gravité du moment que nous traversons et ainsi taire toutes nos divergences, toutes les querelles interpersonnelles de bas étage qui nous minent depuis des années pour comprendre que nous sommes une partie essentielle de cette opposition dont je parlais tout à l'heure. Cette opposition qui est l'ensemble du peuple togolais, dont nous ne sommes qu'une des composantes, dont les partis politiques ne sont qu'une des composantes. Et ce défi-là, nous sommes en mesure de le relever si nous nous inscrivons dans la profondeur historique et dans la gravité. C'est très compliqué, oui. Nous organisons des manifestations partout, c'est bien, c'est très bien. Il faut encourager ça. Mais le défi majeur que les Togolais de l'étranger ont à résoudre, ce n'est pas la démonstration de rue, non. Ce défi qui est le nôtre, c'est notre organisation. C'est l'organisation. C'est ça le plus grand des défis que les Togolais de l'étranger doivent résoudre. Parce que cette organisation va décider des moyens que nous pouvons mettre à la disposition de notre pays. C'est bien de faire des grandes messes dans les rues pour dire oui, on manifeste, on veut montrer que oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Parfait. C'est bien. Mais le défi majeur, ce n'est pas celui-là. Le défi majeur, c'est qu'au-delà de la démonstration de force dans les rues occidentales, c'est la capacité interne à nous organiser et à nous structurer autour d'un leadership crédible et responsable. Que des individualités se dégagent parce que nous savons parler, nous savons faire des phrases, c'est bien. Mais le défi majeur, ce n'est pas que nous ayons des individualités qui brillent dans la nuit noire collective. Ce n'est pas que nous ayons des stars parmi nous. Non. C'est notre capacité à nous organiser efficacement, à taire nos divergences, à accepter un leadership fort, visionnaire, qui puisse nous organiser de manière permanente, de sorte que les moyens que nous arrivons à mobiliser, que ces moyens-là soient véritablement mis à la disposition de notre peuple au travers d'une organisation pour atteindre l'efficacité. Voilà le devoir, le défi qui nous attend. Si nous sommes capables de relever ce défi, si nous montrons la capacité à relever ce défi, alors là, nous aurons apporté quelque chose d'essentiel, de décisif à la mobilisation qui a cours dans le pays, au Togo actuellement. Mais si nous échouons, évidemment que notre rôle, nous ne l'aurons pas accompli. Et ce serait terrible pour nous. Ce serait terrible pour nous. Parce que quand les gens sur le terrain sont confrontés à la répression, aux manigances, aux dures lois du front, parce qu'il faut dire que c'est un front, si nous qui sommes à l'extérieur ne sommes pas capables d'assumer parfaitement notre rôle de complément de force combative sur le terrain, à ce moment-là, nous aurons échoué et nous n'aurons pas apporté ce qu'il faut à ceux qui sont au front pour pouvoir gagner la bataille. Donc, chacun de nous doit méditer sur le défi organisationnel et structurel qui nous attend. Donc, encore une fois, c'est très bien que nous sillonnons les pays européens pour organiser des manifestations, mais ce n'est pas là ce que le peuple togolais attend de nous de manière décisive. Ce que le peuple togolais attend de nous de manière décisive, c'est notre organisation, notre structuration et la mise à sa disposition des moyens que nous aurons mobilisés. Alors, quelqu'un qui dit, si je vous comprends bien, le dialogue n'apportera rien de bon. Ben bien sûr que le dialogue n'apportera rien. Nous l'avons dit 1000 fois. Le dialogue n'est pas le bon outil pour combattre une tyrannie qui est par essence la négation des droits fondamentaux d'un peuple.
Et quand les droits fondamentaux d'un peuple sont en jeu, ce n'est pas par la négociation qu'on y arrive. Sur des questions mineures, où l'enjeu n'est pas fondamental, on peut dialoguer, on discute. Parce qu'il y aura un rapport de force où on va négocier les intérêts. Ici, la tyrannie, c'est la négation même du peuple. Donc, c'est une question fondamentale. Et on ne négocie pas sur les questions fondamentales. Tous ceux qui sont formés en négociation savent que les questions de principe, les questions fondamentales ne font pas l'objet de négociation ni de discussion. Nous avons en face de nous un régime qui est la négation des droits du peuple. La seule façon pour que le peuple retrouve son pouvoir de décision qui lui a été confisqué, c'est de se mobiliser, de s'organiser et de s'attaquer au pouvoir qui est en face. Il n'y a pas d'autre logique. Toute l'histoire de l'humanité regorge d'exemples depuis l'Antiquité pour montrer que les peuples n'ont pas d'autre voie que la voie de la lutte de leur libération face à la tyrannie. Oui, il peut y avoir dialogue. Oui, il peut y avoir négociation, mais après la bataille décisive qui connaîtra l'échec de la tyrannie. Et à ce moment-là, les négociations porteraient sur les conditions de reddition de la tyrannie. Mais aujourd'hui, notre peuple est dans une logique de remobilisation, de regain de la confiance combative. Et on veut interrompre cet élan en disant qu'on va aller dialoguer. Alors que de par le passé, le pouvoir utilisait les mêmes artifices pour pouvoir s'en sortir. Le pouvoir tyrannique a pour principe de ne rien céder. Et s'il veut négocier, c'est pour se renforcer, c'est pour survivre à la contestation populaire. Donc, il ne faut pas lui donner cette chance-là. Donc, le dialogue n'apportera rien. Ceux qui croient que par le dialogue, ils vont aller raisonner le tyran, qui vont lui redonner une âme humaine, la bonté perdue, qui vont lui redonner une certaine confiance et la conscience humaine, se trompent. Parce qu'un régime tyrannique, qui est la parfaite continuité de la colonisation, on ne la raisonne pas. On ne raisonne pas ce type de pouvoir. C'est une erreur stratégique majeure. Tout ce qu'il faut faire, c'est de renforcer les capacités insurrectionnelles, organisationnelles et opérationnelles, c'est-à-dire sur le terrain de nos peuples. C'est ça qu'un leadership doit faire et non interrompre. Vouloir interrompre cet élan, cette dynamique populaire. C'est une erreur stratégique majeure. Et nous ne cesserons de le dire. Même si ça doit nous coûter, bon, nous ne cesserons de le dire. Parce que telle est la loi de l'histoire. Un peuple ne dialogue pas avec ses frères. Celui qui croit dialoguer avec le maître qu'il a en face de lui va vers une désillusion grave. D'ailleurs, Sankara le disait, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Ceux qui croient que le maître va retrouver une bonté pour l'affranchir de ses frères se trompent lourdement. Celui-là sera condamné à ses frères. Donc, le seul choix, la seule voie qui reste à un peuple dominé, emprisonné, embrigadé, c'est de se mettre debout, de faire le point et d'aller vers le combat libérateur. C'est tout. Donc, le dialogue n'apportera strictement rien. Le dialogue va apporter un renforcement du pouvoir en place. C'est une question de loi de l'histoire. Mais évidemment, si les gens disent qu'ils veulent aller au dialogue, qu'ils y aillent. Mais ils verront par eux-mêmes que bon, on ne change pas les lois de l'histoire. On ne change pas les lois de l'histoire impunément. Donc, s'ils veulent aller au dialogue, qu'ils y aillent. Je pense que l'histoire togolaise regorge de beaucoup d'exemples pour montrer que ce régime-là n'est pas digne de confiance. Ce régime-là, on ne peut pas conclure des accords avec. Ce régime est discrédité depuis les origines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de lui opposer une résistance froide, radicale, systématiquement radicale. Combien de dialogues on n'avait pas eu au Togo? 26 ou 27. Ce régime s'est toujours contenté de tout violer, comptant sur sa solidité et la partie la plus pernicieuse de l'armée pour imposer sa volonté unilatérale le moment venu. Quelles sont les garanties qu'on a qu'en allant conclure un accord avec ce régime, on aura son application? Comme si déjà dans le passé, on n'avait pas eu des accords avec ce régime. Donc, nous sommes dans une logique très claire. Il faut renforcer les capacités insurrectionnelles, opérationnelles de nos peuples. C'est tout. Après, les gens peuvent décider de faire autre chose. Mais je pense que
nous allons mesurer ce qui va être fait autour de la table de discussion et ce que nous sommes en train de dire. Nous verrons qui aura raison. Mais moi, je sais que c'est notre courant qui a raison. C'est la voie la moins coûteuse pour le peuple pour aboutir au changement. Le sang va couler, oui, mais c'est un sang libérateur. Et ce sang coule déjà. Donc, on ne va pas faire comme si on découvrait la nature violente et sanglante de ce régime, sanguinaire de ce régime. Donc, au lieu de prolonger la durée de vie de ce régime par le biais d'une discussion ou d'un dialogue, mais il faut l'écouter. Il faut écouter la durée de vie de ce régime. C'est sûr que du sang va couler, le sang libérateur. Et ce sang coule déjà. Qu'est-ce qui est nouveau pour le peuple togolais dans ce que nous sommes en train de dire? Quel Togolais n'est pas conscient qu'en s'engageant dans une logique de libération, que le sang va couler? Quel Togolais peut nous dire qu'il ne sait pas ça, qu'il ne sait pas cette réalité? Depuis le 19 août, combien de Togolais ne sont pas déjà tombés? Ces gens-là sont nos martyrs. Et lorsque ce régime va changer, va tomber, nous allons ériger le nom de ces gens-là en martyrs nationaux. Ces gens, ce sont nos héros qui seront tombés pour la libération du pays. Des écoles, des aéroports, des routes, des rues, des ponts vont porter leur nom. Il y aura des livres qui seront dédiés à ces gens-là. Ces gens-là sont devenus des immortels pour nos pays parce que leur nom sera gravé dans le marbre de l'histoire de nos pays parce que ces gens-là seraient morts pour nos pays. C'est ça le devoir patriotique que nous devons accomplir. Il y aura des théâtres, des routes, des livres vont être édités, vont être écrits en leur mémoire. Ces gens-là seront enseignés dans nos écoles comme nos héros. Les Occidentaux qui nous conseillent d'aller dialoguer avec la tyrannie connaissent ça, mais ils ne vont jamais nous apprendre tout ça. Parce qu'ils savent que c'est l'unique voie que l'homme noir a pour recouvrer sa dignité. Donc, ces gens qui aspirent à nous dominer de manière éternelle ne vont jamais nous apprendre ces réalités de leur histoire. Parce que eux-mêmes, quand ils étaient confrontés à des rois, à des tyrannies, ils n'ont jamais cherché à négocier. Ils ont mené des révolutions. Ils ont détruit ces régimes en coupant la tête à leurs rois. C'est ça le travail qui nous attend. Après, les Africains peuvent décider de vouloir s'inscrire dans une logique contre-historique. Bon, après, chacun tirera les conclusions de la voie qu'il aura choisie. C'est tout ce que je veux dire. Alors, quelqu'un me dit, cher frère, veux-tu préciser qu'est-ce que ça veut dire de s'organiser au-delà des manifestations? Peut-être beaucoup en comprennent le sens abstrait de ce terme. Alors, s'organiser au-delà des manifestations veut dire, premier point, réinterpréter la nature de ce régime. Ça veut dire que ce régime n'est pas un interlocuteur avec qui on doit dialoguer. Ce régime est l'incarnation de la continuité coloniale de nos peuples. Et si on fait cette première analyse, cela demande non seulement de nous mobiliser comme on le fait actuellement, mais surtout, si nous considérons le pouvoir comme pas un interlocuteur, mais un syndicat de crime, une organisation mafieuse criminelle qui a privé notre peuple de son pouvoir de décision, ça veut dire que le peuple doit être organisé dans le sens d'une reprise de son pouvoir perdu. Et donc, conséquence logique, pour retrouver le pouvoir perdu, nous n'avons pas besoin d'aller à la plage. Nous ne pouvons pas aller à la plage pour aller chercher le pouvoir, parce que notre pouvoir ne se trouve pas enfoui dans les sables de la plage, ni dans les vagues de l'océan. Il y a des endroits qui incarnent le pouvoir confisqué du peuple. Nous devons nous orienter vers ces endroits-là pour aller rechercher notre pouvoir. Quand quelqu'un t'arrache ton téléphone portable dans la rue et court dans la direction du marché, tu ne vas pas prendre le chemin de l'hôpital pour aller chercher ce téléphone dans les salles d'hospitalisation de l'hôpital. C'est ça que j'appelle l'organisation pour que le peuple togolais puisse retrouver son pouvoir de décision qui lui a été volé depuis plus de 50 ans maintenant. Ça veut dire aussi que nous avons le pouvoir en face qui va réagir et ça, nous devons l'anticiper. C'est ce que j'appelle la planification stratégique. Nous savons que le dernier refuge de ce pouvoir, c'est la violence parce que ce pouvoir est nu aujourd'hui. Ce pouvoir est totalement nu aujourd'hui. Il ne lui reste que la tour d'ivoire de la violence. Alors, il y a une organisation à mettre sur pied
pour pouvoir prendre ces tours d'ivoire. Et je le dis encore une fois, selon les lois de l'histoire, aucune force dans aucun pays n'est arrivée à vaincre un peuple qui se met debout et qui s'organise dans le sens de retrouver son pouvoir de décision confisqué et volé. Je défie qui que ce soit de m'apporter la preuve qu'un peuple a été vaincu par une tyrannie de manière éternelle. Il faut me le prouver. Ça n'existe pas dans l'histoire. Donc, on ne peut pas considérer le peuple togolais comme un peuple qui est éternellement incapable de s'affranchir de cette tyrannie. Aujourd'hui, nos peuples montrent qu'ils veulent s'affranchir et l'opposition institutionnelle veut empêcher cet élan, veut plutôt casser cette dynamique par cette sensibilité à un appel au dialogue qui ne rime du tout à rien. C'est ça que j'appelle l'organisation. Ça veut dire que dans les rues, on doit avoir des jeunes, des gens qui structurent les manifestations. On doit savoir qui fait quoi, vers où, quand, avec quelle équipe. Ce n'est pas sur Internet que je vais tout dévoiler. Mais l'organisation veut dire qu'il faut mettre sur pied des équipes avec des cibles bien définies, un calendrier d'action avec un dispositif moral, intellectuel et psychologique qui puisse analyser les changements et les difficultés qu'on a sur le terrain pour pouvoir proportionner et adapter nos moyens d'action en fonction des difficultés que nous rencontrons. C'est ça l'organisation. Bien évidemment qu'il y a d'autres aspects que je ne peux pas développer ici. Donc, c'est ça l'organisation dont je parle. Monsieur Adja Kosevi qui demande, je me demande souvent si ce pouvoir connaît une bonne chose. Bon, ce pouvoir, c'est l'incarnation du mal. Ce pouvoir est l'incarnation du mal. Il n'y a pas de mal plus terrible à infliger aux humains que de les enfermer dans une logique coloniale. Donc, ce pouvoir n'a jamais connu quelque chose de bien et n'a jamais fait de bien à notre peuple. Sinon, ça se saurait. Sinon, ça se saurait. C'est pour ça d'ailleurs que le peuple est dans les rues pour combattre ce régime. Et il faut vivement encourager notre peuple à aller dans le sens de la reconquête de sa dignité perdue et de son pouvoir de décision confisqué et volé. Donc, évidemment, ce pouvoir n'a jamais été, pour le peuple togolais, n'a jamais apporté quoi que ce soit de bien. Ce pouvoir est l'assassinat du rêve de progrès et du bien-être de nos peuples. Et le RPT le sait très bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas appeler le RPT uni. Parce que en changeant de nom, Faure Gnassingbé voulait gommer le régime de son père. Alors qu'il est l'incarnation, la continuité parfaite de son père. C'est pour ça que vous entendez toujours RPT au lieu d'uni. Parce que c'est une guerre psychologique qu'il faut gagner. Il faut coller à ce régime le titre RPT, le qualificatif du RPT. Il faut le maintenir, il ne faut jamais dire uni. Ils ont changé de nom depuis, mais je n'ai jamais dit uni. Je dis toujours RPT, parce que c'est le RPT, c'est la continuité du RPT. Si vous commencez par dire uni, c'est que vous tombez dans leur jeu. Ça veut dire que avant, uni n'avait pas existé, donc uni a commencé en 2011 ou 2012. Non, uni c'est le RPT. Donc c'est une guerre psychologique que nous devons livrer à ce régime en continuant à l'appeler régime RPT ou le RPT tout simplement. Il ne faut pas leur offrir ce cadeau de les appeler unis. Non, c'est le RPT. Il faut maintenir ça. C'est hyper important de maintenir le qualificatif du RPT à ce régime. Donc, le RPT, c'est un nid de guêpes. Le RPT, c'est un nid de mafieux, c'est un nid de criminels. Ces gens n'ont jamais rien apporté de bien à notre pays. Il faut voir comment eux, ils vivent et voir l'écart qu'il y a entre eux et nos peuples. Quand on leur demande de construire des routes, ben non, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'achètent des 4x4 rutilantes avec des amortisseurs bien confortables. Quand ils tombent dans les nids de poules, ils sentent rien. Donc, pour eux, ce n'est pas un problème s'il n'y a pas de route. Pour eux, s'il n'y a pas de route, ils vont s'acheter des 4x4 avec des amortisseurs bien confortables. Donc, ils n'ont aucun problème. C'est vous et nous qui ne pouvons pas acheter ces voitures. Sentons qu'il n'y a pas de route dans le pays. Sinon, pour eux, il y a des routes, parce qu'ils sont dans les 4x4 rutilantes. Ils sentent rien. Quand ils tombent dans les trous, pour eux, la voiture ne fait que rebondir. Donc, pour eux, c'est très confortable. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de route.
Ils ont juste besoin des voitures confortables. On leur demande de construire des hôpitaux, mais non, ils n'en ont pas besoin parce que tout ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir un aéroport avec des avions à disposition pour venir se soigner en Europe. C'est pour ça qu'ils ont construit l'aéroport. Ils sont si fiers de l'aéroport de Lomé. Ils appellent l'aéroport Gnassingbé Yadema construit par les Chinois. C'est tout ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de construire des hôpitaux. Ils ont juste besoin d'avoir un aéroport à leur disposition. Dès qu'ils ont un petit souci de santé, ils prennent l'avion, paf, ils vont en Occident ou dans les autres pays africains bien équipés pour se soigner. On leur demande de construire des écoles, mais non, ils n'ont pas besoin d'écoles parce que ils ont l'école française, le British School, American School ou des choses comme ça parce que leurs enfants ne font pas nos écoles. Ça, c'est l'école des pauvres. Ou alors, s'ils n'envoient pas leurs enfants dans les British School ou à l'école française et tout ça à Lomé, bon, ils les envoient dans les plus grandes universités, dans les plus grandes écoles occidentales, européennes. Donc, ils n'ont pas besoin d'école. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ces gens-là raisonnent. Donc, ces gens ne sont pas du tout pour nos peuples. C'est pour ça qu'ils ont déclaré la guerre à nous. Nos peuples est dans un état de légitime défense. C'est eux qui ont déclaré la guerre. Quand on nous déclare la guerre, ben nous devons la faire avec nos moyens, tout en sachant que l'histoire a toujours donné raison au peuple face aux tyrans. Nous avons déjà vaincu ce régime parce que l'histoire est de notre côté. Ce régime ne survivra pas. Le défi, c'est de faire en sorte que la décision arrive plus ou moins rapidement et à moindre frais. C'est ça le défi du leadership. Et le leadership doit être en mesure de réfléchir sur ces deux questions. La question de la victoire dans un temps plus ou moins bref et le coût que cela doit engendrer. Donc, ce régime n'a jamais fait quoi que ce soit de bien pour notre peuple. Alors, il y a M. Marcelin Denaco qui dit « On ne conteste pas un ordre constitutionnel en s'y soumettant, c'est contradictoire. » Absolument. C'est ce que j'ai développé précédemment. On ne peut pas combattre un régime avec son accord. L'opposition institutionnelle veut que le pouvoir lui donne l'autorisation de le combattre. Ça n'existe pas. D'ailleurs, Eyadema, dans sa science villageoise, disait qu'on ne donne pas le pouvoir sur un plateau d'argent. Il faut l'arracher, le pouvoir. C'est ce que Eyadema disait. Le père de Foi Gnassingbé, c'est ce qu'il disait. Et un des turiféraires fallots de ce régime, à la personne de Trimois, disait que si vous voulez prendre le pouvoir, allez prendre des armes. Je dis ici que nous n'avons pas besoin des armes en termes de fusils pour combattre ce régime. Nous avons une force qui est au-dessus de tout ce qu'il y a comme corps constitué, corps institutionnalisé et militarisé de notre pays. C'est la force populaire. Et cette force-là, quand elle se met en mouvement, aucune autre ne peut l'empêcher. Le peuple qui est debout, c'est un tsunami. Un peuple debout, organisé, déterminé, conduit par un leadership responsable, visionnaire, est une puissance terrible qu'aucun corps constitué ne peut retenir au sein d'un État, quelle que soit la nature de cet État, que ce soit une démocratie, une tyrannie, un régime militaro-policier ou une démocratie. Lorsque le peuple se met en mouvement autour d'un leadership visionnaire, il n'y a aucune force qui peut l'empêcher d'aller au bout de son projet. Donc, nous n'avons pas d'autres alternatives. Le peuple est plus fort que les fusils. Tous les peuples sont plus forts que les fusils déployés contre eux par quelque régime que ce soit. Donc, la première condition pour que le peuple retrouve son pouvoir de décision confisqué, c'est de désobéir aux prescriptions du régime qui combat. On ne peut pas, je l'ai dit, vouloir renverser le régime, vouloir combattre ce régime tout en obéissant à ses règles, à ses prescriptions, à ses normes, à l'itinéraire qu'il trace, qu'il impose au peuple. C'est contradictoire. Donc, la première condition d'une victoire révolutionnaire, c'est la désobéissance aux normes prescrites par la tyrannie. C'est pour ça que nous ne pouvons plus continuer à nous plier aux injonctions, aux tracés imposés, aux manifestations par le régime en place. Parce que ce pouvoir n'est pas légitime à nous prescrire quelque norme que ce soit. Donc, il faut redéfinir la nature de ce régime en faisant de lui un ennemi de nos peuples, puisqu'il est ainsi. Et non un partenaire avec qui il faut discuter. Et non comme un régime légitime auquel on doit obéir. Non. C'est cette contradiction
dans laquelle nous nous enfermons. Ce qui fait que nous continuons à respecter les normes prescrites par ce régime en place, qui n'est rien que l'incarnation du régime colonial déployé depuis des siècles contre notre peuple. Il faut dire non à ça. C'est tout. C'est la première condition pour pouvoir combattre efficacement ce régime. En lui obéissant, nous lui donnons encore un pouvoir sur nous, alors que c'est justement le contraire qu'il faut faire. C'est contradictoire de contester un ordre constitutionnel en s'y soumettant. C'est un vrai problème. Les partis politiques institutionnels doivent clarifier ce point. Sommes-nous dans une logique révolutionnaire? Si oui, on ne doit plus se plier aux injonctions, aux règles de ce régime. Si c'est non, si on n'est pas dans une logique révolutionnaire, si on veut tout discuter, ça veut dire qu'on reconnaît ce pouvoir comme un interlocuteur valable, comme un régime représentatif des intérêts du peuple, mais qui est en perdition, une sorte de dérive. Donc, bon, on va essayer de le remettre dans le droit chemin. Alors si c'est ça, qu'on le dise clairement. C'est vers ça qu'on s'oriente. C'est pour ça que nous sommes en opposition avec cette opposition institutionnelle qui oriente plutôt le peuple vers l'acceptation de ce régime comme une autorité digne d'être écoutée, digne d'être obéie. Non. Alors que le peuple qui est l'opposition dit non à ça. Donc, il y a un travail de clarification à faire à ce niveau. Alors, une question. Depuis le fils Olympio, à chaque fois, l'opposition comme les opposants africains ont dilué les mouvements insurrectionnels des peuples africains. Si ce mouvement au Togo se dilue dans le dialogue, que faire? Alors, on se dirige tout droit vers ça, vers la dilution de la contestation populaire dans la soupe du dialogue. Et il faut rappeler ce qu'est le dialogue sous une tyrannie, dans un régime france-africain. Que signifie le dialogue? Le dialogue signifie la réunion des forces contestataires de l'ordre cannibale, de l'ordre colonial, autour d'une table, avec ceux qui incarnent cet ordre constitutionnel cannibale colonial, pour soi-disant apaiser les tensions et se partager les postes de responsabilité dans le gouvernement. Et l'aboutissement du dialogue dans un régime france-africain, c'est la constitution de ce qu'ils appellent le gouvernement d'union nationale, qui est un creuset réunissant à la fois les contestataires ou les porte-paroles de l'opposition populaire et ceux qui incarnent le régime dans un gouvernement où ils se partagent les postes et où rien de viable ne sort en faveur du peuple. Donc, c'est un gouvernement banquet. C'est un gouvernement banquet où on invite des gens à la mangeoire. On va leur mettre quelques bouts de pain dans leur bouche pour qu'ils se taisent. Mais ça n'a jamais tué l'opposition populaire. Parce que, encore une fois, l'opposition ne peut pas être réduite au parti de l'opposition institutionnelle. Quelle que soit la décision de ces partis de l'opposition institutionnelle, l'opposition populaire va continuer. Il faut faire la distinction entre l'opposition populaire, qui est l'ensemble du peuple qui subit la dictature et la tyrannie, et les partis de l'opposition institutionnelle qui constituent une des composantes de l'opposition populaire. Donc, si on fait cette analyse-là, ça veut dire que l'opposition populaire doit s'auto-organiser, où on doit pouvoir dégager des gens dans la foule qui est mobilisée pour pouvoir implémenter la stratégie populaire sur le terrain. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, le peuple, au travers des personnes qu'il va dégager en son sein, doit pouvoir contraindre les partis de l'opposition institutionnelle à suivre sa logique et non à aller vers le dialogue. Ça veut dire que la logique révolutionnaire populaire demandée par le peuple, à un moment donné, doit s'imposer aux partis de l'opposition institutionnelle qui, eux, ont des agendas et qui veulent aller très vite en besogne en allant peut-être jouir d'un pouvoir qu'ils n'ont pas encore réussi à capter. Donc, si demain, le mouvement populaire se retrouve dilué dans la soupe sans saveur d'un dialogue qui n'est qu'une stratégie du pouvoir pour s'acheter la paix, si on en arrive là, notre peuple doit être en mesure de se démarquer de ça et s'auto-organiser. Parce que nous n'aurons pas d'autre voie. Si les partis de l'opposition institutionnelle veulent couler la voie populaire dans le dialogue, qui n'est rien d'autre qu'une ruse du pouvoir en place pour s'acheter la paix et se redéployer, dans ce moment-là, il ne restera à l'opposition populaire que sa propre prise en charge par son auto-organisation.
C'est-à-dire qu'on doit faire émerger, soit de manière spontanée, soit par le biais d'élections, pour 1000 ou 500 personnes, un délégué dans la masse. Et on procède comme ça pour faire émerger d'autres personnes au sein de l'opposition populaire pour conduire la lutte à sa destination finale, qui est la reprise en main des lieux qui incarnent le pouvoir confisqué de nos peuples. Donc, c'est une autre organisation. C'est une organisation alternative qui doit émerger. Et ça, nous pouvons le faire parce que régulièrement on se retrouve dans la rue. Dans la rue, on procède par élection de nos délégués, des délégués populaires qui doivent maintenant reprendre le flambeau au-delà des partis politiques qui ne sont pas incontournables, qui sont très utiles, très importants, en tout cas dans la phase actuelle. Sans ces partis, il faut leur rendre hommage, sans ces partis, la situation serait beaucoup plus catastrophique, beaucoup plus compliquée. C'est grâce à ces partis-là qu'on a tout ce qu'on a dans la rue aujourd'hui. Mais si ces partis devraient arriver à la solution du dialogue qui va détruire tout, en ce moment-là, il faudra que la masse populaire s'auto-organise en passant par l'étape de l'élection des délégués en son sein et qui, dans un élan citoyen, vont conduire la masse sur les lieux stratégiques pour pouvoir reprendre tout simplement notre pouvoir de décision que nous avons collectivement perdu depuis bientôt 6 décennies. Nous disons encore une fois que nous refusons le principe du dialogue parce que ce régime n'incarne pas une autorité légitime, digne de confiance, pour qu'on puisse valablement discuter avec lui. De deux, pour des raisons historiques, ce régime incarne le crime et la continuité coloniale dans le territoire africain du Togo. Enfin, pour des raisons d'expérience, nous disons qu'il y a eu déjà plusieurs discussions avec ce régime, le résultat zéro. Il y a eu des accords, résultat zéro. Donc, ce n'est pas en nageant plusieurs fois dans un même fleuve d'erreur qu'on va parvenir à la vérité. Au lieu de s'engager encore une fois dans une logique de discussion sans tête ni queue avec ce pouvoir pour le remettre à flot, il vaut mieux renforcer les capacités insurrectionnelles, organisationnelles et opérationnelles de notre peuple. C'est ce qu'il demande. Le peuple africain du Togo demande ça. Et ça, c'est aussi un défi pour les panafricanistes. Parce que c'est quand même beau de jouer aux panafricanistes sur Internet. Voilà que le peuple africain du Togo est en train de se battre. Où sont les panafricanistes? Où sont les organisations panafricanistes pour soutenir le combat des Togolais? Où sont-ils, ces mouvements, pour soutenir les Africains du Togo? C'est un défi aussi pour les Africains du Togo. Et dans le même temps, les Africains du Togo, quand ils manifestent, ils doivent être en mesure de témoigner aussi leur soutien aux luttes qui se mènent ailleurs. Par exemple, au Congo, où Kabila est dans les mêmes dispositions d'esprit que Faure Gnassingbé. Dans d'autres pays, il y a des luttes qui se mènent. Nous devons avoir cette fraternité combative qui s'exprime. Les Togolais ont besoin des soutiens des panafricanistes et les Africains du Togo doivent eux aussi soutenir les combats d'autres Africains. C'est important. Ce n'est que comme ça que nous allons véritablement commencer l'entreprise de la renaissance de notre continent. Nous demandons donc au mouvement panafricaniste, où qu'il soit, de prendre les taureaux par les cornes et d'organiser des manifestations, de récolter des fonds, de mobiliser des fonds, de se mobiliser pour venir en aide aux Africains du Togo, aux Africains du Congo, aux Africains de Guinée, aux Africains du Burkina Faso, aux Africains du Mali, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à tous ces défis-là. Et je pense que nous avons les instruments pour pouvoir, même si nous n'arriverons pas peut-être à résoudre tous les défis, au moins à en résoudre un certain nombre. Donc, nous avons besoin de nous soutenir mutuellement. Ce serait faire preuve d'intelligence collective et de volonté commune d'engager la renaissance de notre peuple africain. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, je pense que les arches pacifiques ne sont efficaces que dans une démocratie. Or, le Togo n'en est pas une. Ben oui. De toutes les façons, le mouvement que nous prescrivons n'est pas un mouvement de violence. C'est un mouvement
de désobéissance civique citoyenne. C'est une logique révolutionnaire froide et radicale qui part d'une analyse. C'est que face à une tyrannie de type colonial, il n'y a pas de place pour le dialogue. Il n'y a que la révolution populaire comme solution. Et donc, quand le peuple se déploie, évidemment que le peuple ne se déploie pas avec des armes, des trucs pour aller s'attaquer au pouvoir. Il se déploie avec sa logique froide, massive, que ce pouvoir doit dégager. Mais c'est lorsque ce peuple est confronté à la réaction violente du pouvoir, qui pense que par les canons, les coups de fusil, les coups de crosse, on arrivera à faire taire le peuple, c'est à ce moment-là que le peuple doit rentrer dans une logique de résistance et de neutralisation de la violence étatique qui lui est opposée. Donc, ici, ce n'est pas le peuple qui déploie la violence, mais c'est le régime en place qui déploie la violence, et le peuple, en état de légitime défense, doit prendre toutes les dispositions pour pouvoir contenir, gérer et neutraliser cette violence étatique. Ça change tout. Donc ici, ce à quoi nous appelons, notre peuple doit se déployer pacifiquement. Ce n'est pas parce que vous êtes pacifique que quand on vous attaque, on n'a pas le droit de riposter. Si on nous attaque, notre peuple doit riposter. Mais il va riposter comment? Il doit riposter par le nombre, par la présence, par ce que j'appelle sa force de tsunami. Parce que chaque peuple, dans toutes les formes d'État dans lesquelles il se trouve, chaque peuple est un tsunami en puissance. Parce que lorsque ce peuple se met debout et qu'il a décidé de changer les choses, il n'y a aucune force qui puisse empêcher le peuple d'aller jusqu'au bout de son projet. C'est pour ça que notre peuple est une puissance en lui-même. Et nous devons l'aider à prendre conscience de cette force et à la déployer. Parce que c'est qu'en la déployant que notre peuple ira vers sa reconstitution, vers la reconquête de sa dignité perdue et vers son redressement. Je voudrais remercier et adresser le soutien du MOLTRA aux Africains du Togo et leur dire courage, confiance, détermination et surtout organisation, parce que c'est au bout de l'organisation que se trouve la victoire. Et nous demandons aux forces panafricanistes, aux organisations panafricanistes de témoigner leur solidarité et leur soutien aux Africains du Togo, et que les Africains du Togo, quand ils manifestent, doivent aussi envoyer des messages de soutien à d'autres Africains qui subissent quasiment les mêmes affres dans d'autres territoires. Ce n'est que comme ça que nous allons montrer que nous sommes en train de retrouver collectivement notre dignité perdue et que nous nous engageons sur la voie de la renaissance de notre continent. Je veux remercier tout le monde, remercier les partis politiques de l'opposition institutionnelle au Togo qui œuvrent pour mobiliser et montrer que le peuple togolais est toujours debout, mais en même temps leur dire que conduire notre peuple de manière répétée vers la plage, conduire de manière incessante notre peuple à la plage, alors que la plage n'est pas un endroit stratégiquement valable dans la lutte de libération que mène notre peuple, nous ne sommes pas d'accord que notre peuple soit toujours orienté vers la plage, alors que les endroits qui incarnent le pouvoir sont laissés à leurs occupants. Nous ne pouvons pas continuer à obéir à un pouvoir que nous contestons. Nous ne pouvons pas continuer à suivre les ordres, les itinéraires, les normes imposées par ce pouvoir criminel qui n'est pas un interlocuteur valable, qui n'est pas l'interlocuteur de notre peuple, mais plutôt le bourreau de notre peuple. Donc, nous ne pouvons pas obéir aux injonctions de notre bourreau. Et enfin, nous voulons demander que si besoin, émergent au sein des masses populaires mobilisées des délégués qui conduisent notre peuple vers des cibles désignées et qui seraient l'incarnation du pouvoir en face, à la suite d'une redéfinition stratégique de la marche collective vers la libération, appuyée par une planification stratégique. La victoire est au peuple togolais de toutes les manières, parce que l'histoire nous a déjà déclarés victorieux. L'histoire nous a déjà donné raison, puisque ce type de régime
a toujours existé dans l'histoire, mais n'a jamais triomphé d'un peuple qui a décidé de recouvrer son pouvoir volé. Que nos ancêtres veillent d'abord sur nos maisons et sur nos familles respectives. Que nos ancêtres nous inspirent et que nos prédécesseurs combattants nous inspirent et nous fortifient. Je vous remercie. Bonne nuit à tous. À bientôt.